et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Hicham Aidi pour nous parler de décolonisation et études africaines. Hicham Aidi est un politologue et un documentariste qui enseigne à la School of International and Public Affairs à l'Université de Columbia à New York. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi ceux-ci, son livre le plus récent, Rebel Music, qui a remporté l'American Book Award. Il est également cofondateur du programme de recherche sociale en Afrique et cofondateur du séminaire universitaire Ifriqiya à Columbia. Merci. Merci, c'est un plaisir d'être ici à l'Université de Genève. Merci à Dr. Hala Abdelmajid pour l'invitation. Je vais parler de quelques efforts récents pour la reconfiguration des études africaines, en particulier les initiatives pour inclure l'Afrique du Nord et le Maghreb dans les études africaines. Je commencerai par un épisode qui s'est produit il y a plus de 50 ans, en octobre 69. L'Association des études africaines aux États-Unis tenait sa réunion annuelle à Montréal. C'était la première fois que l'organisation se réunissait en dehors des États-Unis. Le premier jour de la conférence, lors de la séance d'ouverture, un groupe de militants est monté sur scène et a pris le micro des mains du président de l'association de l'époque, Gray Cowan. Les militants étaient membres du Black Caucus de l'association fondée en 1968. Ce groupe s'inspirait du mouvement Black Power, lui-même lié à des mouvements politiques sur le continent africain. Les activistes ont pris le micro et ont formulé leurs revendications. Qu'il y ait une représentation égale des Noirs et des Blancs au conseil d'administration de l'association, que les études africaines soient dans une perspective panafricaniste et que l'Égypte soit incluse dans les études africaines. Et ils ont rejeté les démarcations géographiques de l'association sur la base des sphères d'influence colonialistes. Les revendications des militants ont été rejetées par un vote majoritaire. Je mentionne cet épisode parce qu'il montre que le débat sur la façon de cartographier l'Afrique, un débat qui figure depuis longtemps dans le discours politique américain, ces militants protestaient contre la séparation de l'Afrique du Nord de ce que nous appelons l'Afrique subsaharienne et contre l'idée de la mer Rouge et du Sahara comme frontière civilisationnelle et raciale entre l'Afrique et l'Orient, une notion qui trouve son origine dans la pensée des Lumières européens et dans l'expansion coloniale. Comme vous le savez, il existe des différentes théories de la décolonisation. Il y a la théorie de néocolonialisme, postcolonialisme, dépendance. Plus récemment, il y a la théorie de la décolonialité. Différentes régions du monde ont produit des réponses variées à la même question. Comment surmonter les effets pernicieux du colonialisme? Ou plus largement, comment pouvons-nous être libres et modernes sans imiter l'Occident? Et une partie de ces libertés réside dans la manière dont nous définissons notre modernité. En commençant par notre géographie, notre propre cartographie. Le politologue kenyan Ali Mazrui disait que la mer Rouge était le plan d'eau le plus misérable du monde. Madagascar est séparé du continent africain par le canal de Mozambique qui fait plus de 1000 km de large et pourtant le Mozambique est considéré comme faisant partie de l'Afrique. Mais le Yémen, qui est situé qu'à 30 km de l'Afrique, à travers Bab el-Mandeb, et est linguistiquement et culturellement lié à la Corne d'Afrique, n'est pas considéré comme faisant partie du continent. C'est Mazrui qui a développé l'idée de Afrabia, ou l'Afrabie, et qui a souligné le caractère artificiel de la division conceptuelle entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Mazrui aimait aussi remarquer que le mot Ifriqiya, d'où vient le nom Afrique, est un mot berbère qui désignait autrefois la côte tunisienne de l'Afrique du Nord, mais qui signifie aujourd'hui généralement l'Afrique au-dessus du Sahara. Ce sont les penseurs administrateurs européens qui ont transformé la mer Rouge et le Sahara en division artificielle. Aujourd'hui, qu'on va voir, ces catégories sont en train d'être réimaginées par des jeunes chercheurs, des mouvements sociaux qui considèrent le Sahara et la mer Rouge comme des connecteurs et des espaces civilisationnels plutôt que comme des barrières. La vision européenne du Sahara comme une ligne divisant l'Afrique est souvent attribuée au philosophe allemand Hegel.
Hegel qui a divisé l'Afrique en 3 régions. L'Afrique du Nord, qu'il appelait l'Afrique européenne, l'Afrique du Nord-Est, qu'il appelait la terre du Nil, et enfin la vraie Afrique, Proper Africa, la région au sud et à l'ouest. Il considérait l'Afrique du Nord comme une extension de l'Europe et la vallée du Nil comme une partie de l'Asie. Hegel a écrit à propos de la vraie Afrique, de la terre située au sud et à l'ouest, qui fournissait les esclaves pour la traite transatlantique, comme une région fermée et sans histoire. La partition de l'Afrique par Hegel et sa division du monde en peuples avec histoire et peuples sans histoire allaient former la politique coloniale, les disciplines universitaires et des générations de chercheurs. Même les universitaires africains ont produit les désignations de Hegel. Dans l'invention de l'Afrique, l'histoire de la philosophie africaine publiée en 1988, le penseur congolais Valentin Mudimbe affirmait que la production de connaissances en Afrique dépendait des langues occidentales et de la bibliothèque coloniale, qui fournissait des cadres conceptuels pour la pensée africaine postcoloniale. Pourtant, comme le politologue sénégalais Ousmane Kane a écrit dans son livre Au-delà de Tombouctou, Mudimbe n'a pas pu parvenir à cette conclusion qu'en ignorant la bibliothèque islamique, la multitude de textes écrits en arabe et en ajami à travers le Sahel et le Sahara à partir du XVIe siècle. La séparation conceptuelle entre les Nord-Africains, les Maures, les Berbères, les Arabes et les Subsahariens, les Africains noirs, allait traverser l'Atlantique. Dans les plantations d'esclaves américaines, par exemple, le fait qu'un esclave musulman soit d'origine nord-africaine ou sahélienne et parle l'arabe, et qu'il soit d'Afrique noire et non musulman, déterminait sa place dans l'hiérarchie de la plantation et le type de travail qu'il effectuait. Comme l'a écrit l'historien Michael Gomez, le rôle des esclaves musulmans et de l'islam dans l'Amérique coloniale et la période avant la guerre civile a contribué de manière significative au développement de l'identité afro-américaine. On estime que 10% des esclaves amenés en Amérique étaient musulmans, dont beaucoup étaient d'origine peul, mandés et sénégambiennes, et selon la pensée coloniale, ils étaient considérés comme plus proches des Européens. Les propriétaires d'esclaves américains considéraient les esclaves musulmans comme des personnes plus raisonnables, plus dignes, et étaient souvent placés dans des positions de pouvoir par rapport aux autres esclaves non musulmans. Il n'est donc pas surprenant que les études africaines aux États-Unis soient nées dans des universités et collèges historiquement noirs, ce qu'on appelle en anglais HBCUs, Historically Black Colleges and Universities, créés pour éduquer des jeunes afro-américains. Les profs dans ces institutions noires étaient influencés par le panafricanisme et furent parmi les premiers à enseigner l'histoire de l'Égypte, les civilisations du Nil comme faisant partie de l'Afrique, et a enseigné la langue arabe et l'hébreu. Des universitaires comme l'historien Leo Hansberry, la politologue Merce Tate et le sociologue W.B. Du Bois ont commencé à étudier les cultures africaines dans les années 20. Malheureusement, leurs travaux ont reçu peu d'attention dans le milieu universitaire américain. Les politologues afro-américains à Howard University étaient les premiers à lier la condition des Afro-Américains à celle de la population non blanche dans le monde colonisé, offrant une critique des relations internationales américaines ainsi que de la pensée des Lumières. Dans son livre « L'Afrique dans le monde », publié en 1947, Du Bois s'attaque directement à la partition de l'Afrique par Hegel et à l'argument selon lequel l'Afrique n'avait pas d'histoire. Du Bois, comme d'autres écrivains afro-américains avant lui, comme par exemple Frederick Douglass, avait un vif intérêt pour l'Égypte et l'Afrique du Nord. Il a même essayé d'organiser le 5e congrès panafricain en 1929 en Tunisie, mais les autorités françaises lui ont interdit. Mais après la Seconde Guerre mondiale, ces intellectuels et ces universités noires ont été contrés par les grandes universités comme Harvard et Northwestern, les fondations de recherche et le département d'État qui, pour des raisons liées à la guerre froide, voulaient à nouveau séparer l'Afrique du Nord, en particulier l'Égypte, du reste du continent. Lorsque l'anthropologue Melville Herskovits a fondé l'Association des études africaines en 1959, les choses ont vraiment commencé à changer.
Contrairement au panafricanisme qui incluait dans leur vision toute l'Afrique continentale ainsi que la diaspora, cette nouvelle association de African Studies adoptait la pratique coloniale de partition, séparant de nouveau la soi-disant Afrique noire du reste du continent sur la base des prétendues différences civilisationnelles. Herskovits allait en fait bloquer le financement du projet Encyclopedia Africana du Du Bois, affirmant que le sociologue n'était pas objectif. Herskovits proposait ensuite l'expertise de l'Association des études africaines au département d'État pour aider la politique étrangère américaine vis-à-vis de l'Afrique. Comme l'a écrit la politologue Pearl Robinson, cette division n'était pas seulement un débat intellectuel, mais a fini par produire deux paradigmes différents. L'un basé sur les universités noires qui adoptaient une approche continentale, tandis que l'autre basé sur des institutions à prédominance blanche qui a déclaré que l'Afrique du Nord n'était pas africaine. Et c'est ça qui a conduit à la manifestation de 69 à Montréal. Les militants du Black Power ont perturbé la réunion annuelle de l'Association des études africaines à Montréal en raison de l'exclusion de l'Égypte, en raison de cette tentative des universitaires blancs de revenir à la partition coloniale de l'Afrique, contre laquelle les universitaires noirs se sont longtemps battus. La décolonisation et la politique de la guerre froide ont bouleversé les études moyen-orientales et africaines aux États-Unis. L'Égypte et l'Algérie ont tous deux été au cœur du mouvement des États non alignés et de la tradition du tiers-mondisme et ont rejeté les cartographies dictées par l'Occident et soutenu les mouvements noirs aux États-Unis. Ce débat n'a pas seulement affecté les régions islamiques de l'Afrique. Même l'Éthiopie chrétienne a pris part à cette conversation. Dans son livre « L'Éthiopie en théorie », ma collègue récemment disparue, la philosophe Eleni Zelka, observe que les historiens orientalistes ont longtemps décrit l'Éthiopie comme un bastion de l'Église orthodoxe, une nation enracinée dans les civilisations sémitiques et byzantines. Durant la période de décolonisation, Haïlé Selassie a adopté une identité africaine, ce qui a inspiré des tendances politiques dans la diaspora, comme le mouvement Rastafari. Ainsi, dans les années 60, nous voyons de nouvelles alliances se former. L'Égypte soutient le mouvement de libération de l'Algérie à la Rhodésie en passant par la révolution de Zanzibar. La plupart des États africains nouvellement indépendants dirigés par Julius Nyerere de Tanzanie et Kenneth Kaunda de Zambie avaient une vision du panafricanisme qui incluait l'Afrique du Nord. De 1963, date de la fondation de l'Organisation d'unité africaine, jusqu'à 1967, l'Égypte a été le plus grand contributeur au fonds de libération de l'organisation. En Égypte, Nasser avait proclamé sa solidarité avec les Afro-Américains et a offert des bourses aux étudiants noirs dans les États du Sud. Lorsque Du Bois a été accusé d'être communiste et interdit de voyager à l'étranger, Nasser a invité l'universitaire de 82 ans, sa femme Shirley Graham Du Bois et son fils David en Égypte. Il s'installeraient au Caire dans un appartement sur le Nil, dans l'immeuble Farid al-Atrash. Parallèlement, Alger devenait un centre d'activisme révolutionnaire ainsi que le siège du parti Black Panther. En bref, tant que l'Égypte soutenait la lutte des Afro-Américains et l'Algérie accueillait les Black Panthers, la vision panafricaine pro-arabe était dominante dans le département de Black Studies aux États-Unis. Lorsque la famille Du Bois était installée au Caire dans les années 60, Shirley Graham Du Bois écrit un livre intitulé « L'Égypte, c'est l'Afrique ». Stokely Carmichael, le leader du Black Power Movement, répétait cette déclaration, ajoutant que la Palestine était la pointe de l'Afrique. Ces alliances politiques commencèrent à changer après la guerre de 1967, lorsque les principaux États arabes s'éloignèrent de l'Union soviétique au début des années 70. En 1972, alors que l'Algérie s'apprêtait à normaliser ses relations avec les États-Unis, les Black Panthers ont été expulsés de l'Algérie par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Abdelaziz Bouteflika. La gauche afro-américaine cessa de recevoir le soutien moral ou politique des États arabes et les intellos afro-américains expatriés, comme Shirley Graham Du Bois, David Du Bois, Julian Mayfield, ont quitté l'Égypte. La répression des minorités et des langues minoritaires par les régimes nord-africains aliéna l'opinion afro-américaine. C'est à ce moment-là que le mouvement afrocentriste kémétiste
se développe dans la communauté noire. Et c'est à ce moment-là que le mouvement néoconservateur surgit également après la guerre de 67. En 1972, l'historien néoconservateur Bernard Lewis publia un monographe intitulé « Race et couleur dans l'islam », une polémique sur le racisme dans la religion musulmane qui répondait directement au récit de Malcolm X sur la solidarité islamique. Lewis se sentait menacé par le mouvement musulman afro-américain croissant et disait que le monde arabe était aussi ségrégué que le sud des États-Unis, comme Alabama, il écrit. Dans les années 70, quand les spécialistes des études africaines parlaient de l'Afrique, c'était de l'Afrique noire. Si l'Afrique du Nord était évoquée, elle était généralement dépeinte de manière négative comme une terre des envahisseurs. Sur le continent africain, cependant, ces débats allaient prendre de nouvelles directions. Sur ce sujet, je recommanderais le récent livre de l'historien Paraska Tolan-Silznik, Maghreb noir, les artistes militants de l'Afrique du Nord et la lutte pour un avenir panafricain postcolonial. À partir des années 60, le projet universitaire panafricain allait trouver sa place dans les universités africaines, en particulier à l'université de Makerere en Ouganda et à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie et dans une moindre mesure au centre de recherche africain de Helmi Sha'rawi au Caire. Avec l'entrée de l'Égypte dans l'orbite américaine et la montée d'Anwar Sadat, les intellectuels marxistes comme Samir Amin ont quitté le Caire pour Dar es Salaam, Tanzanie, et après Dakar, Sénégal, où, en collaboration avec l'universitaire malawien Tandika Kandawire, ils ont créé le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. C'était en 1973. L'influence de Samir Amin fut déterminante. Il créa à Codesria, mais aussi Klaxon, également à Dakar, une organisation pour décoloniser les études latino-américaines. Il est intéressant de voir comment ces théories naissent dans un endroit et se propagent ensuite ailleurs. Dans les années 50, Samir Amin était étudiant à la Sorbonne. Dans sa thèse, il appliquait la théorie marxiste à la situation franco-algérienne et développait la théorie de la dépendance, qui fut ensuite reprise par le Parti communiste cubain et exportée dans d'autres pays de l'Amérique du Sud et devient la théorie latino-américaine de la dependencia. Avec la fin de la guerre froide, des universitaires africains comme Mahmoud Mamdani, Achille Mbembe, tous deux anciens présidents de Codesria, ont pris des postes dans des universités américaines. Dans un essai influent publié en 2000, Mbembe a plaidé en faveur d'une approche afropolitaine, une compréhension cosmopolite de l'expérience africaine, commençant par une reconfiguration des géographies qui continue de définir l'étude du continent. À la même époque, dans les années 90, la théorie décoloniale a commencé à émerger en Amérique latine. Au début des années 90, le retrait partiel des États-Unis de l'Amérique latine a permis des transitions vers la démocratie. On voit aussi l'émergence des mouvements indigènes et afro-descendants et des intellectuels essaient de théoriser l'indigénéité, la domination américaine et pourquoi l'Amérique latine continue à être toujours la région la plus inégalitaire du monde. Le groupe Modernité Colonialisme est né avec Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Silvia Cusicanqui, Enrique Dussel, Maria Lugones. Il s'intéresse à l'échec du marxisme et du libéralisme en Amérique latine. Ces chercheurs soutiennent que les épistémologies dominantes, le marxisme et le libéralisme, ont échoué à la fois en matière de politique et dans la production de connaissances, et elles ont supprimé le savoir indigène. Ces auteurs commencent à parler de la violence, souveraineté et reconstitution épistémique. Ils ont également fait une critique en profondeur de la pensée postcoloniale, néocoloniale qui venait de Dakar et de Dar es Salaam et des études subalternes de l'Inde. Les décoloniaux latino-américains considèrent les chercheurs postcoloniaux comme eurocentriques. Pour eux, Gayatri Spivak, Edward Said, Homi Bhabha et Valentin Mudimbe sont des anthropologues de l'Occident, plus que des chercheurs du Sud global. Ils sont profondément investis dans la théorie occidentale. Ils utilisent Marx et Foucault pour défendre les subalternes, mais ils n'écrivent pas réellement sur les subalternes.
les décoloniaux affirment que ces approches postcoloniales et subalternes doivent également être décolonisées. Ils disent aussi que les universitaires africains se sont concentrés sur la décolonisation de l'État et ont négligé la décolonisation du domaine idéologique et culturel et de l'infrastructure de savoir. Personnellement, j'aime ce que les décoloniaux latino-américains ont à dire sur la relation entre lutte et connaissance. Hegel a dit que les nouveaux paradigmes de la connaissance sont produits après la lutte, une fois que les armes se taisent. Marx a dit que la connaissance vient avant la lutte, après que la classe ouvrière se soit armée de connaissances. Les décoloniaux soutiennent que la connaissance naît dans la lutte, avec le mouvement. Je trouve utile aussi le discours des décoloniaux sur la traduction interculturelle. Certains concepts ne peuvent pas être facilement traduits. Nous devons lutter pour les traduire. Comment traduire Ubuntu, humanité ou empathie, sur lequel la sociologue ougandaise Sylvia Tamale a écrit? Comment traduire l'idée de Gandhi, de Swaraj, autonomie? Comment traduire le concept de race dans les langues non latines? De même, l'idée de transmodernité d'Enrique Dussel est utile. Le philosophe argentin a déclaré que lorsque nous cherchons un endroit où tradition et modernité peuvent coexister, nous devons revitaliser et moderniser la tradition plutôt que la détruire. C'est pour cette raison qu'il s'est beaucoup intéressé à l'Ibérie musulmane. Il pensait que l'Andalousie pouvait servir de contre-modèle au discours occidental des civilisations gréco-romaines et judéo-chrétiennes. Mais je trouve que la pensée décoloniale est particulièrement utile comme prisme ou fenêtre sur la situation latino-américaine d'aujourd'hui, ou pour saisir le mood actuel. Les théoriciens littéraires latino-américains essaient de comprendre où se trouve l'Amérique latine d'aujourd'hui. Il y a un pessimisme tangible. Les États-Unis se sont retirés dans une certaine mesure, les inégalités demeurent, la violence augmente, le néolibéralisme, les structures étatiques s'effondrent. Regardons le cas de l'Honduras et Haïti, et comment expliquer le statut ambivalent et marginalisé de Puerto Rico au sein du système politique américain. Quelles sont les réponses africaines à la décolonialité latino-américaine? Les réponses sont plusieurs, multiples. Le philosophe zimbabwéen Ndlovu Gacheni dit être d'accord avec la critique décoloniale. Ils ont raison. Les libéraux et les marxistes ont rejeté la race et l'ethnicité comme fausse conscience. D'autres penseurs ont répondu qu'en Afrique, nous réfléchissons à l'épistémologie depuis longtemps. J'ai mentionné Ousmane Khan. Un autre exemple est le philosophe béninois défunt Paulin Hutunji ou l'écrivain kenyan Ngugi wa Thiong'o. Depuis les années 60, ils tentent de se réapproprier l'histoire et la philosophie des Européens. De même, il y a 50 ans, Walter Rodney se demandait si la théorie marxiste pouvait s'appliquer à l'Afrique. Ses essais dans le livre Décoloniser le marxisme se demandaient si la classe ouvrière pouvait être une catégorie analytique pour l'étude de la politique africaine, alors que les mouvements ouvriers ne sont pas encore formés. Plus récemment, l'anthropologue sud-africain Suren Pillay a écrit une analyse fascinante de la théorie décoloniale. La traduction est disponible sur le site de notre revue Souffle. Les décoloniaux latino-américains, il dit, parlent de la manière dont les régimes coloniaux espagnols et portugais ont cherché à assimiler de force ou à créer un sujet colonisé à l'image d'un Européen, souvent en éradiquant la culture indigène. Pillay montre que ce n'était pas le cas en Afrique. En Afrique, le colonialisme visait à imposer la différence culturelle, à mobiliser et institutionnaliser la différence. L'idée du colonialisme des décoloniaux est très abstraite et spécifique à une région. Pillay demande que disent les décoloniaux d'Amérique latine à propos de l'apartheid sud-africain, par exemple, de la politique des races françaises initiée en Algérie depuis appliquée au Sahel. En conclusion, il existe de nombreuses initiatives qui tentent de repenser l'Afrique au-delà des frontières des catégories coloniales. Le centre de l'Institut Makerere pour la recherche sociale à Kampala, Ouganda, est un exemple. Le Africa Center à Sharjah, et bien sûr Codasria qui cultive un réseau de chercheurs à travers le continent pour réfléchir à la décolonisation du savoir. Merci pour votre attention. Et je peux prendre des questions s'il y a des questions.
Merci. Merci.